Non, mais le prix Nobel, les Et gens ont pas entendu parler, je pense, bien de ce qu'était ce prix Nobel. Je trouvais ça assez intéressant. Il y avait tout un point. Vas-y, tu as lu un peu le truc que je t'ai envoyé? T'as vu la vidéo? j'ai même pas eu le temps, Oh désolé, hein. putain. Là, c'est la première fois. Il y avait un truc fascinant où enfin dans le prix Nobel d'économie, il y avait tout un truc très beau dans une recherche par un historien. Donc il a été donné à 3 personnes, dont un Français qui s'appelle Philippe Aguillon. Il y a eu un mec qui a eu la moitié du prix et 2 autres mecs en équipe, dont le Français, OK, qui ont eu le prix. Donc ils ont divisé le prix Nobel en deux. Et en gros, c'était récompenser tous ceux qui ont bossé sur d'où vient la richesse, d'où vient la croissance, tu vois. OK. Tu vas dire, Mmh. ben, c'est des trucs Je assez t'écoute. évidents, tu vois, c'est des trucs assez faciles. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont un prix Nobel pour ça? Oui, bah, il y a eu, en fait, c'est les innovations. En réalité, c'est les innovations Mmh. qui conduisent à la croissance. Bah, super, merci les gars, qu'est-ce qu'on a à faire de votre truc? Et l'idée, c'est qu'en fait, ils ont été plus dans la précision. Et ils te disent, en fait, oui, ça a l'air bateau de dire ça, mais ils ont été étudiés, notamment l'historien, ce qui a été typique depuis la révolution industrielle. Parce que ouais, des innovations, faut pas croire qu'il n'y en avait pas. Il y en a eu au 15e siècle, il y en a eu au 14e siècle, il y en a eu au 16e siècle. Les mecs n'étaient pas en train Mmh. en train d'être à plat. Ils ont amélioré l'agriculture, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là, avec la machine à vapeur et tout, que vraiment ça a décollé, ça a permis genre une pérennité de l'amélioration des conditions de vie humaine, enfin Oui. du nombre de femmes qui meurent en couche qui diminue, du nombre de malnutrition infantile, enfin toute la beauté de la révolution industrielle, en fait, du progrès moderne. Qu'est-ce qui a vraiment été le truc? Et en fait, un des arguments clés, c'était, en fait, c'est la méthode scientifique. Vraiment, c'est ça. C'est vrai que je trouvais ça intéressant avec ce qu'on fait d'habitude. OK. Il dit, en fait, il y avait beaucoup d'innovations, mais pas de croissance durable avant l'industrialisation. Ce qui a changé, c'est qu'on a commencé enfin à mettre ensemble, de manière très intense, les cerveaux, ceux qui comprennent comment marchent les choses, et les sachants, les faisans, les artisans. Et en fait, pendant longtemps, on avait des techniques qui fonctionnaient au petit bonheur la chance, et quand ça marchait, on les refaisait. Tu allais pouvoir Oui. avoir un charpentier qui allait faire le truc, ça marchait, tu vois. On n'avait pas la compréhension scientifique, donc on avait de l'ingénierie sans la mécanique, si tu veux. Ils te disent, OK. bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi une technique marchait, donc on ne pouvait pas améliorer systématiquement les choses, ni chercher des Oui. améliorations dans les bons endroits, parce qu'on n'avait pas la théorie. Et le changement décisif au 18e, 19e, ça a été la rencontre entre les savants et les artisans. Et c'est ça, pendant le siècle des Lumières, qui a été un truc ouf, et notamment basé sur un truc fou, enfin, il y a un truc vraiment qui a fondé, je pense, même, je pense, même une certaine idée de la liberté en Occident, le rôle des artisans et leur système d'apprentissage en Angleterre. L'historien, là, il parlait beaucoup de ça. Donc au UK, enfin au Royaume-Uni, vraiment le rôle croissant de ces transmissions aux apprentis des savoirs, dans lesquels se sont incorporés de plus en plus de savoirs théoriques. Et donc il y a eu les faisans, donc ceux qui font, pas les sachants uniquement, qui ont commencé à vraiment intégrer avec les universitaires un savoir beaucoup plus bien établi, quoi. Et ben ça, c'était Monsieur Mokir, l'historien qui a eu la moitié du prix Nobel, c'était ça. Et je trouvais ça incroyable parce que je me dis, mais oui, mais c'est ça. Enfin, le fait qu'il y ait eu la méthode scientifique, la compréhension des phénomènes basée sur l'expérience, basée sur des théories, des modèles, etc., c'est ça qui a fait que la croissance a été soutenable. Enfin, a été soutenue pendant longtemps et a pu changer la vie humaine. Et de l'autre côté, l'autre argument donné par Aguillon et son collègue, alors attends, j'ai noté Howitt, il s'appelait, c'était que la croissance a pu fonctionner par création destructrice. Pareil, c'est classique, on entend parler de ça depuis Schumpeter, etc. Oui. Ils te disent en fait que eux, ils ont été détaillés. La croissance, c'est l'intensité des innovations multipliée par la fréquence. Et en fait, il y a un équilibre à trouver. Tu peux pas tomber dans un environnement où euh, tu as trop de concurrence. Si tu as trop de concurrence et tout le monde meurt tout le temps, il n'y a pas d'incitation à innover. Mais tu veux pas non plus un environnement où il y a un monopole. Parce que s'il y a des monopoles par des gros groupes, bah, tu auras de la stagnation. Et en fait, ils ont dit il faut un environnement. Donc il faut des labels, il faut de la liberté d'entreprendre, il faut la liberté de faire des brevets, pas des labels, je dis n'importe quoi. Il faut un environnement où tu peux avoir des nouvelles technologies qui remplacent les anciennes relativement rapidement, et où les entreprises peuvent échouer, ont le droit d'échouer, et ça détruit pas quelqu'un et sa vie. Elles peuvent échouer pour laisser leur place à quelqu'un qui réussira mieux, tu vois. Et il y a cet équilibre entre trop de concurrence où ça tue tout le monde et personne n'a envie, et trop de monopole où t'as même plus l'envie d'essayer. Soit une que t'as peur de mourir, soit une parce que tu penses que c'est perdu d'avance. Et quant à ça, avec les protections de propriété intellectuelle, les lois antitrust qu'on a encore aujourd'hui, hein, qui ont détruit Orange, Bouygues, SFR il y a quelques années, je sais plus quand en France, tu vois, et une durée limitée de la protection intellectuelle, alors là on aura une croissance utile. Donc c'était assez ouf. D'un côté l'historien qui te parle de cette connaissance scientifique, notamment passée par l'artisanat et la rencontre avec les scientifiques qui ont commencé à travailler ensemble, plus de l'autre côté une compréhension de la nécessité de destruction créatrice par un empêchement des trusts et des monopoles, en même temps une compétition où on laisse les gens avoir le droit d'échouer sans détruire leur vie privée, tu vois. C'est ça qui a fait en gros l'ère moderne. L'innovation cumulative, ils appellent ça. Et c'est comme ça que le monde est devenu des centaines de fois plus riche en 200 ans, alors qu'avant ça stagnait pas trop mal.
Et je trouvais ça fou que oui, on pense beaucoup trop à la machine à vapeur comme machine, on pense pas au fait qu'il y a eu le côté de compréhension, donc on peut orienter Oui. la recherche vers les choses utiles, puis aussi la compréhension que l'environnement créé dans l'Angleterre libérale, puis en partie ensuite la France et les États-Unis à l'époque, c'est l'environnement qui a permis aux gens, aux intelligences de se développer, de pouvoir se dire qu'ils avaient une chance de faire mieux que le compétiteur, etc., etc., et qu'au pire, s'ils foiraient, c'était pas grave. Et ça, c'était très intéressant. J'ai trouvé ça fou, donc voilà, je voulais en parler un petit peu. Non, c'est très joli. C'est Ouais. très joli. Et je pense que D'avoir ça. isolé ces deux axes-là. Ah oui, Puis même, c'est. ça peut aussi orienter nos vies Oui. et certaines décisions politiques, d'ailleurs, de cette compréhension-là, je suppose. Ah oui, non mais je trouve ça fou qu'en fait on n'ait pas beaucoup parlé de ce prix Nobel. Moi j'ai dû aller regarder des vidéos spécifiques, un peu spécifiques sur le sujet pour voir que c'était ça qui s'était passé, c'est ça la recherche qu'ils ont fait. Enfin, je trouvais ça assez ouf. Je trouvais ça assez ouf et donc voilà, je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant d'en parler. Voilà. Il y avait un truc intéressant. J'aimais bien cette idée-là, quoi. Léonard de Vinci, oui, bah alors là, c'est top. Et il y avait un lien à faire avec quelqu'un, je sais pas si vous connaissez, qui peut t'intéresser, sur Hans Rosling. Il est décédé, le pauvre, c'était un médecin suédois qui était devenu en fait monsieur statistique de l'ONU sur beaucoup de choses et sur le progrès humain notamment. Ok. Et moi, il m'a aidé un peu à changer ma vision du monde. Il disait que beaucoup de gens avaient une vision du monde assez déplorable, enfin, assez triste, je veux dire, sur l'état du développement des pays en développement notamment. Et bloqué en 81, 82 en général. Et Hans Rosling, c'est vraiment un mec qui donne des données disponibles gratuitement surtout, et qui te montre vraiment que enfin, la fin du XXe siècle a été incroyable sur les choses qui comptent vraiment. Les choses qui comptent vraiment, c'est le nombre de gamins qui meurent à moins de 5 ans pour des virus à la con, le nombre de Ouais. femmes dans les pays en développement qui meurent en couche, enfin, toutes ces choses-là, tous ces trucs-là. On a un peu tendance à oublier que la beauté du progrès depuis l'ère industrielle, l'avènement des vaccins notamment, et de toutes ces recherches et cette méthode scientifique, bah, dans le fond, ça a amené quand même de la réduction des pires souffrances de l'espèce humaine. C'est ça, quand j'entends des gens qui disent ouais, mais bon, tu vois, la technologie, de ça. Oui, d'accord. Enfin, un système d'eau potable pour une ville, tu peux pas te permettre de trop critiquer la technique et le fait de dominer la nature, de dompter la nature, si tu vas boire à ton robinet. N'oubliez pas que bon, quand on fait le luxe de critiquer facilement, c'est souvent oublier qu'il y a des gens pour qui l'eau potable n'est pas si accessible et que ça demande vraiment de la technique, ça demande de dominer les rivières, de mettre des barrages, de contrôler, d'avoir des stations d'épuration, par exemple, d'avoir beaucoup de choses, de techniques pensées, réfléchies, d'avoir étudié la chimie. Enfin, des centaines de gens ont bossé là-dessus. Il y a Ça m'a aidé en tout cas de comprendre, de vous lire ce que fait Hans Rosling et ce qu'il explique. Ça m'a aidé il y a 10-12 ans à moins avoir une vision pessimiste du monde et à mieux apprécier les efforts fournis par les scientifiques qui nous ont précédés, qui sont malheureusement pas tous si connus. Voilà, c'était mon petit truc sur le prix Nobel. C'est marrant parce que, je sais pas si c'est toi qui m'en avais parlé, ça me rappelle, tu sais, j'avais vu un espèce d'inventaire de certains objets, Ouais. et en fait, pour chaque objet, il disait combien de personnes il faut pour créer l'objet depuis le tout début jusqu'à la toute C'est fin. moi qui te l'ai envoyé. C'est toi qui m'as envoyé. Oui, Ah voilà. c'est Parce que ça incroyable. m'avait fasciné, tu vois, de savoir en fait que certains objets ne peuvent pas émerger dans une civilisation qui compte moins de tant de personnes parce Non. qu'il faut trop réunir de trucs en même temps pour que ça puisse émerger. Et tu vois, effectivement, quand on parle d'eau potable, on parle quand même de. Enfin, Ah, c'est compliqué. il y a beaucoup, beaucoup de techniques. Mais même maintenant, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'achète un objet, tu vois, je me dis, bon, ça, je l'ai acheté pour 7 euros, tu vois. Mm. Mais après, je me dis, combien de technologies il a fallu réunir pour produire, je sais pas, tu vois, un flacon, tu vois. C'est ouf. Ouais. Le travail du verre, le travail du bouchon, l'extraction de l'huile qui est à l'intérieur, etc. Parce que moi, tout seul, tu me mets dans la nature avec un silex, ça émerge pas, en fait. Non. Tu vois? Non, c'est Et ouf. c'est marrant, enfin, c'est juste juste un prisme avec lequel je peux voir le monde qui me fascine, tu Et vois. c'est un prime de gratitude également. Ah oui, De, de, incroyable. Ouais. de- Quand je vois cette tasse, je me dis, bah, Ouais. ouais, Non, tu vois, de c'est. respect pour les anciens, enfin ceux qui sont passés avant nous et qui ont Oui. fait des Ah ouais, ouais, recherches ouais. scientifiques Qu'est-ce que ça a dû être dur. dans des mondes pas évidents, genre 19e siècle et tout, et de gratitude folle pour le travail qui a été fourni. Parce que franchement, que ce soit en médecine ou en infrastructure, je pense que tant que t'as pas compris ça, ou un petit peu, t'as une notion de ça, j'ai un peu du mal à écouter certains discours. J'aimerais être sûr que les gens qui veulent s'exprimer sur la politique, etc., l'environnement, toutes ces choses-là, l'énergie, j'aimerais être convaincu qu'ils aient quand même cette gratitude, cette compréhension de ce que c'est le confort moderne.
Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est normal après de vivre dans le confort et d'oublier que c'est ça, mais c'est un privilège de vivre dans le confort, un très beau privilège, et pas oublier que ça a coûté en cerveau, en difficulté, et que quand tu compares à d'autres pays, bah écoute, ils aimeraient bien avoir ces systèmes de traitement des eaux, donc peut-être pas le prendre trop pour acquis, quoi. Et donc voilà, j'ai vu des données incroyables, notamment, enfin on peut dire ce qu'on veut, mais à un moment, en 1800, espérance de vie mondiale environ 30, en 1900, 40 ans, en 2020, plus de 72 ans, moyenne mondiale, fois 2,5 en 2 siècles. Et Hans Rosling, la phrase clé, c'était, en français, je vais le traduire au fil de l'eau, là, mais la majorité du monde vit maintenant dans des pays à middle income, avec une long life, avec une longue vie et des petites structures familiales. Ça, c'est la majorité de l'humanité. La majorité de l'humanité n'est pas en fait dans la pire pauvreté, ce qui est assez ouf. Et une augmentation directement liée à 3 facteurs, qui est la médecine industrielle, l'hygiène qu'on a modernisée, et les infrastructures financées par cette création de richesse qu'on évoquait avant. Et l'extrême pauvreté est passée de 90% en 1820 à 9% en 2015. Et en gros, 80% de la chute, c'est tous les pays qui ont pu adopter un modèle d'économie à peu près ouverte à l'innovation, quoi. Soit Asie, Sud-Est, Inde, Amérique latine, tout ça. Sur les pires souffrances humaines en termes de, moi je dirais ça, maladie infantile, mort en couche et famine, ce qui a été fait est incroyable. Plus de 30% des enfants qui mouraient avant 5 ans en 1800, moins de 4% en 2020, autour de la Terre. C'est incroyable. Et ça, même pour les gens qui se disent des fois, le monde va pas, c'est dur, j'en peux plus, j'en ai marre, plein de trucs marchent pas. Si vraiment vos critères, ce qui change de critère principal, c'est... Après, on pourrait dire non, il y a aussi les critères institutionnels. Moi, ce qui compte pour moi, c'est la liberté, c'est important, la liberté de penser, liberté de parole, liberté de... Tout ce qui est liberté fondamentale gagnée au 19e siècle, c'est important, mais quand même, au début, la souffrance humaine la plus abjecte entre les enfants et les femmes qui meurent quand elles accouchent, si tu veux, avoir réduit ça de 90%, c'est sublime. Et on n'est pas en train de célébrer ça assez, chaque jour. Je trouve ça assez incroyable. On l'oublie un peu, Ouais, c'est et... terrible, hein. Quand tu lis certains livres où tu vois qu'en fait, il y a eu une famille où il y a 6 enfants, mais en fait, tu sais très bien que tu vas en perdre un ou deux. Tu prends ça quasiment pour acquis. C'est ça. Je me dis, c'est fou Mais oui. de savoir qu'il y a une époque où c'était. C'est pas si Tu savais, longtemps, hein. quoi. Ça, c'était il y a 3 générations, Non, hein. Ça, non, c'est nos grands non, arrière-grands-parents, ouais, entre mm, deux guerres. Ouais. non. Non, c'est assez fou. Mais j'ai 2 dernières stats pour continuer avec les stats, hein. Éducation, alphabétisation, 1800, on est à moins de 20% autour du monde. 2020, 87% mondial. C'est à savoir lire et compter basique, quoi. J'ai pas dit Master 2, hein, mais voilà. Accès à l'énergie, 5% en 1900 qui ont accès à l'électricité, plus de 90% aujourd'hui. Alors bien sûr, ça peut être des câbles un peu pétés qui nourrissent tout un village, mais bon, écoute, c'est mieux que zéro. C'est mieux qu'il y a pas longtemps. Donc voilà, je trouvais ça ouf. Donc la science ne suffit pas, il fallait aussi... En fait, c'était ça le truc, c'est il y a la science et la méthode scientifique, plus le système capitaliste d'innovation, à peu près bien équilibré entre les antitrust, anti-monopole, et pas une compétition complètement folle qui fait que personne n'a envie de participer et d'essayer, quoi. Donc, incitation à utiliser la science, à trouver des financements. Tu veux des financements pour que des gens se disent qu'il y a de l'argent à se faire avec ton invention, tu vois. Et Mm. diffusion et reproduction rapide de toute innovation qui n'est pas oubliée d'une génération à l'autre. Voilà, je trouve ça très beau.